Parmi toutes les foutaises qui encombrent notre mémoire, certaines nous offrent leur lot d'éclat et de poudre aux yeux, de préjugés et d'artifices, de certitudes et de faux semblants. Tout cela réuni constitue de l'ignorance. Bienvenue dans Mythologique. Alors que je m'achetais d'ennui ou de mensonges sincères, et encore une fois un peu de culture sur les internets, de sorte que je vendais, un peu consentant, mon âme aux plus sympathiques, je me laissais embarquer par quelques discours sur le cinéma. Celui-ci comporte ce qu'il faut d'obscurité et d'érudition pour séduire. C'est la promesse d'analyse approximative et de faux mystères qui entretiennent l'étonnement parmi nous des plus sincères. La menace fantôme, c'est quelque chose, ou plutôt, et c'est là où ça devient intéressant, c'est quelque chose qui contient quelque chose. Depuis le début, depuis le premier plan en fait. Parce que le propre d'une œuvre de George Lucas, c'est qu'elle n'a jamais vraiment fini de signifier. Elle continue, profondément. Et cette profondeur-là nous dit quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais quelque chose. Et comme tout ce qu'on ne voit pas immédiatement, on le veut immense. Prenez la scène des midi-chloriens. Qui-Gon Jinn explique à Anakin, dans ce vaisseau, que la force n'est pas une abstraction, c'est une donnée biologique, mesurable. Lucas opère ici une dématérialisation courageuse du sacré. En réduisant la force à un taux sanguin, il anticipe le désenchantement du monde théorisé par Max Weber. L'immanence remplace la transcendance. Le laboratoire remplace le temple. C'est une décision de mise en scène d'une audace remarquable. On sent la patte d'un réalisateur qui assume de briser l'imaginaire pour mieux le reconstruire sur des bases matérialistes. Et le cadrage. Ce plan où Anakin regarde Qui-Gon légèrement en contre-plongée, l'enfant écrasé par la hauteur du maître. Lucas place son héros en position de vulnérabilité spatiale. Le plafond du vaisseau l'écrase. L'espace lui dit non. C'est une métaphore visuelle du destin. Anakin ne sait pas encore qu'il est l'élu, mais la caméra, elle, le sait déjà. On appelle ça la mise en scène presciente. D'ailleurs, parler de la menace fantôme sans parler de Joseph Campbell serait une faute. Lucas a construit l'intégralité de Star Wars sur le héros aux 1000 visages. Anakin suit le monomythe à la lettre. L'appel à l'aventure, le refus de l'appel, le mentor, le seuil, les épreuves, et puis à quoi après aussi, la révélation. C'est du Campbell pur. Et cette structure universelle présente dans l'Odyssée, dans les mythes sumériens, dans les contes africains, dit quelque chose de fondamental sur la condition humaine. Lucas l'a compris, il l'a encodé. Et nous, en regardant Anakin, nous reconnaissons quelque chose d'archétypal. Jung aussi, évidemment. Et midi-chloriens comme inconscient collectif rendu visible. Vador comme figure de l'ombre, la part sombre que le héros doit affronter en lui-même avant de l'affronter dehors. Jar Jar Binks comme le trickster, l'archétype du perturbateur, celui qui déstabilise l'ordre pour permettre la transformation. Le trickster est présent dans toutes les mythologies. Loki, Hermès, Coyote. Jar Jar est leur héritier direct. C'est d'ailleurs ce que suggèrent certains chercheurs dans ce qu'on appelle la théorie Darth Jar Jar, une lecture subversive selon laquelle Binks serait en réalité un seigneur Sith dissimulé, manipulant les événements depuis l'ombre. Le Vietnam aussi, l'Empire comme métaphore de l'impérialisme américain, les Ewoks comme Viet Cong, le côté obscur comme complexe militaro-industriel. La lecture politique de Star Wars est documentée, sérieuse, académique, elle dit quelque chose. On ne sait pas exactement quoi non plus, mais quelque chose de très important sur notre époque. Et puis il y a cette scène, dans une série dont je tairai le nom, enfin dont le nom est Windows Bay, mais peu importe, une chaise dans un couloir. Et sur Reddit, des dizaines de personnes qui débattent de sa signification. La chaise effrayante de Tchekhov titre le post. L'auteur explique que cette chaise de torture doit revenir dans la finale, que c'est forcément un élément narratif préparé.
que Ruth, c'est pour la malédiction, que ça annonce la saison 2, que c'est une chaise de Tchekhov. Ils utilisent eux-mêmes le terme, sans peut-être voir ce que ça implique. Et cette question a un nom, enfin, pas vraiment. En 1973, à Vienne, un collectif dont on ne connaît aucun membre avec certitude, on les désigne sous le nom de « Gruppe Optische Flaireux », produit un film. Le collectif gravitait autour de la galerie Nicht Saint-Stéphane et aurait été en contact avec Kurt Kren et Peter Kubelka, sans appartenir formellement à la mouvance du Viennese actionnisme. Ce film s'appelle Vier Durchsichtstreiwand, qu'on pourrait traduire en français par « mur ». C'est un plan fixe unique sur un mur de crépi blanc légèrement humide, durée 43 minutes. Aucun montage. La seule variation visible est la lumière naturelle qui change imperceptiblement au fil du film, une fenêtre hors champ probablement. Appliquons l'appareil critique. Le collectif opère ici une réduction radicale, en filmant la surface sans l'événement. Il refuse la narrativité pour n'en garder que le substrat matériel. On sent la patte de cinéaste qui assume de briser l'imaginaire pour mieux interroger le regard lui-même. Le mur comme écran avant l'écran. Le crépi comme texture originelle du cinéma. La lumière changeante comme seule dramaturgie acceptable. Celle du monde, pas celle de l'homme. Ça tient. C'est inquiétant. Le film a été projeté une seule fois de manière documentée, au Forum Expanded de Berlin, 1974. Une copie 16 mm aurait été acquise par un collectionneur privé belge dans les années 80. Sa localisation actuelle est inconnue. Certains attribuent le film à un unique auteur, un étudiant des Beaux-Arts de Vienne, dont le nom varie selon les sources, H. Brandt, Klaus B. ou simplement Der Österreicher, dans la correspondance de Kubelka. L'Autrichien, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un quand on ne connaît pas son nom. Il y a aussi Alina Plosha, née à Mukachevo, en Ruthénie des Carpates, en 1941. Elle étudie le cinéma à l'Académie de théâtre et de cinéma de Budapest entre 1961 et 1965, la même institution que Miklos Jansko et Istvan Szabo. Revenue en Transcarpathie soviétique, elle tourne 3 films, entre 1968 et 1974, dans des conditions de production obscures. Matériel récupéré, pellicule 16 mm. Crypta, 1968, 34 minutes. Plan fixe sur un toit de chaume, sous la pluie. Voix off qui récite des relevés météorologiques de 1923. Berer, 1971, 51 minutes. Une berge de rivière filmée en 4 saisons. Aucun montage apparent. Voix off qui lit un inventaire de matériaux de construction. Stina, 1974, 22 minutes. Un mur de pierre en décomposition lente. Son ambiant uniquement. Appliquons l'appareil critique. Plosha opère ici une dissociation courageuse entre le visible et le dit. En refusant que la voix off commente ce qu'on voit, elle crée un espace de friction où le spectateur est forcé de produire lui-même le sens. On sent la patte d'une cinéaste formée à Budapest, nourrie de Jangso, qui assume l'héritage du plan séquence pour le vider de sa charge dramatique. Peter Hutton aurait mentionné son nom dans une lettre à James Benning en 1979, sans autre précision. Ça tient aussi. C'est de plus en plus inquiétant. Si l'outil critique s'applique à La menace fantôme, à Un mur de crépi viennois et à 3 films sur de la mousse tournés en Ruthénie des Carpates, que dit-il exactement ? Sauf que, revenons à la chaise de Tchekhov. Le fusil désigne dans la théorie dramatique un élément introduit délibérément pour servir plus tard. Si un fusil est montré au premier acte, il doit tirer au 3e. Tchekhov le formulait ainsi pour des armes à feu, pas pour du mobilier de salon, mais l'idée a colonisé l'analyse narrative au point de s'appliquer à tout. Les spectateurs de Widow's Bay ont vu une chaise, ils ont supposé une intention, ils ont construit une théorie. Internet adore transformer toute coïncidence en promesse narrative. C'est ce que font les communautés de fans, et ce n'est pas anodin. Commençons par Lucas lui-même. Lucas a découvert Joseph Campbell après avoir écrit une première version de Star Wars. Le monomythe n'a pas guidé l'écriture, il a été identifié après coup, plaqué sur une structure qui existait déjà.
Ce point est important, mais je veux être précis. Réfuter l'intention de Lucas ne réfute pas nécessairement la pertinence d'une lecture campbellienne. Une structure peut apparaître dans une œuvre indépendamment de l'intention de son auteur. Les structuralistes l'ont montré depuis longtemps. Ce que ça réfute, c'est plutôt la prétention à révéler ce que Lucas voulait dire. Ça, on ne peut pas le soutenir. Mais ce n'est pas tout. L'anthropologue Claude Callam a montré que le monomythe est une construction rétrospective. Campbell a sélectionné les mythes qui confirmaient sa thèse et ignoré les autres. Cette critique est reprise et amplifiée par Alan Dundes, Robert Siegel et Jonathan Z. Smith, qui montrent que le schéma de Campbell, présenté comme universel, est en réalité le résultat d'un tri opéré à partir d'un corpus déjà biaisé. L'outil d'analyse était construit avant d'être appliqué. Ce n'est pas une découverte, c'est une projection. Mais ce n'est pas tout. Élève de Campbell, Maureen Murdoch publie en 1990 The Heroine's Journey, précisément parce que le monomythe est un schéma masculin universalisé abusivement. Elle lui avait posé la question directement. Campbell avait répondu « Les femmes n'ont pas besoin de faire le voyage, elles sont le but du voyage. » L'universel n'est pas universel, c'était un point de vue, avec une belle police de caractère et une musique planante. Et il y a pire. Dans On Directing Film, le scénariste David Mamet écrit que le monomythe de Campbell a produit une génération d'auteurs qui confondent une grille avec une histoire. Suivre la structure, c'est exactement ce que fait quelqu'un qui n'a pas d'histoire à raconter. La grille remplace la pensée. Et la critique, qui identifie la grille dans le film, fait la même chose. Elle remplace l'analyse par la reconnaissance de patterns. Ce n'est pas le seul problème que l'on peut reprocher à Campbell. En 1967, Roland Barthes, connu sous le nom de Barthès sur YouTube, publie La mort de l'auteur. L'argument, l'auteur est une construction. Attribuer un sens à un texte en cherchant l'intention de celui qui l'a écrit, c'est imposer un verrou, un sens final, un secret à décoder. Mais le texte, une fois produit, échappe à son auteur. Il est fait de citations, de références, de culture, de langage qui préexistaient. L'auteur n'est pas l'origine du sens, il est le lieu où le sens se rassemble avant de se disperser. Et il y a pire. Car même chercher ce que ça signifie, c'est peut-être encore la mauvaise question, ou du moins pas la seule question possible. Dans Cinéma, de l'image-temps, Gilles Deleuze propose une autre façon d'aborder le film. Non pas comme un message à décoder, mais comme une machine à produire des affects, des percepts, des blocs de durée. Il ne dit pas que les significations n'existent pas. Il dit que la représentation ne suffit pas à rendre compte de ce que fait un film. Stina ne dit peut-être rien sur les murs. Il fait peut-être quelque chose à celui qui regarde. Quelque chose que le vocabulaire habituel de la critique ne saisit pas bien. C'est ce que Deleuze avait déjà approché avec Proust. Dans Proust et les signes, il distingue l'interprétation, chercher ce que ça veut dire, et la rencontre avec un signe. Être forcé à penser par quelque chose qui ne demande pas à être compris. La Madeleine ne signifie pas Combray, elle fait Combray. On en parle dans le podcast Comme en passant sur iTunes, lien en description. Je ne suis ni critique de cinéma, ça se voit, ni universitaire, ni même quelqu'un qui a suivi la moindre heure de cours d'études cinématographiques. Ce que je dis ici, je le dis en spectateur qui observe des pratiques. Et une des plus importantes m'a été signalée après l'écriture de ce texte. Stanley Fish et sa notion de communauté interprétative. L'idée est la suivante, ce ne sont pas les textes qui contiennent un sens qu'il faudrait extraire, ce sont les communautés qui, par leurs conventions, leurs outils, leurs habitudes de lecture partagées, produisent ce qui leur paraît être le sens. Les fans de Star Wars forment une communauté interprétative. Les critiques YouTube aussi. Les sous-reddits de Widow's Bay aussi. Chaque communauté lit le même objet et en tire un sens différent. Non pas parce que l'objet est ambigu, mais parce que c'est la communauté qui fait le sens, pas le film. Ce qui ne veut pas dire pour autant que toutes les interprétations se valent. Umberto Eco, dans les limites de l'interprétation, répond précisément à ça. Oui, les interprétations sont produites, non, elles ne sont pas toutes également recevables.
Il y a des lectures plus cohérentes, mieux argumentées, plus fidèles aux contraintes de l'œuvre. La question n'est pas qui a raison, mais quelles contraintes une lecture doit-elle respecter pour ne pas devenir pure projection ? Il n'y a peut-être pas de question du cinéma. Ou plutôt, et je le dis avec la prudence de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, et qui n'a pas de titre pour en parler, il y aurait peut-être avantage à distinguer lire un film et se lire soi-même à travers un film. Enfin, vous m'avez compris ? Les deux sont légitimes. Mais les confondre produit exactement le genre de discours qu'on a parodié au début. Des analyses qui fonctionneraient aussi bien sur La menace fantôme que sur Vier durch Siebzigstrei, Fant, que sur Stina. Et si une analyse fonctionne aussi bien sur tout, elle ne dit peut-être rien sur quoi que ce soit en particulier. C'est ici que la question de l'œuvre devient cruciale, et je veux la nommer explicitement, parce qu'elle risque sinon de disparaître dans le raisonnement. On pourrait lire tout ce qui précède comme si je disais « le film n'existe pas vraiment, il n'est que ce qu'on en fait ». Ce serait peut-être aller trop loin, l'œuvre résiste. Elle a une organisation, une durée, des choix formels qui ne sont pas neutres. Même sans intention identifiable, même si Der Österreicher reste introuvable, Vier durch Siebzigstrei Fant n'est pas la même chose que La menace fantôme. Ces deux objets produisent des expériences radicalement différentes. Une analyse qui ne rend pas compte de cette différence a peut-être manqué quelque chose d'essentiel. Ce que j'aurais tendance à reprocher à certaines analyses, et je le dis avec toute la fausse modestie de quelqu'un qui n'a aucune formation en la matière, c'est moins d'interpréter que d'interpréter de la même façon quel que soit le film. D'appliquer un Campbell ou un Jung à Star Wars avec le même geste qu'on appliquerait à n'importe quelle autre saga. De voir dans chaque plan une décision de mise en scène qui dit quelque chose de fondamental, sans jamais se demander si c'est ce film-là, spécifiquement, qui impose cette lecture ou si c'est l'outil théorique qu'on promène d'un film à l'autre. Ne projette-t-on pas une intention sur tout film comme on projette de la mélancolie sur une ruine ? Le critique qui fait ça ne lit pas le film, il se lit lui-même. Ce qui ne serait pas un problème, probablement, s'il ne finissait pas par n'avoir plus vraiment besoin de l'œuvre pour parler. À quoi sert encore le film si le critique est un Monsieur Swann qui, comme chez Proust, lit des choses entre elles qui ne sont pas dans l'œuvre mais seulement dans sa tête. Der Österreicher ne sait pas qu'il est auteur. Lucas ne savait pas qu'il faisait du Campbell. La chaise ne sait pas qu'elle est une chaise de Tchekhov ou un fusil. Et Jar Jar ne sait pas qu'il est un seigneur Sith. Une bonne analyse devrait peut-être rencontrer la singularité de l'œuvre. Autrement dit, si ton analyse fonctionne aussi bien sur n'importe quel autre film, c'est peut-être que tu n'analyses pas vraiment ce film. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt!